on avait fait ce slide une fois on fait plusieurs podcasts avec des universités en Roumanie sur des sujets qui étaient un peu différents sur lesquels vous nous avez sollicité aujourd'hui. Mais on commençait par, comme c'était souvent lié à l'université, à des gens en université, ce que représente dans votre vie, dans toute votre vie, le temps que vous passez sur votre carrière professionnelle. Et c'était un sujet sur lequel on avait débattu un moment sur comment gérer en fait sa carrière, la gestion de carrière, etc. Et donc on avait fait ce slide à l'époque, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce slide, mais c'est pour vous montrer un peu le ratio dans votre vie entre l'enfance, les loisirs et l'équilibre entre le travail et la vie privée, et ce que représente donc la carrière en termes d'heures dans votre vie. Et ensuite, donc, en utilisant ça, je voulais me présenter. Donc, ça va être le slide d'après. Alors, on ne voit pas trop dans le slide les temps, malheureusement. Le slide a mal été transmis. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je suis français, comme vous pouvez l'entendre. Même si mon nom, par moment, peut sembler étranger, mais je suis français. J'ai commencé ma carrière au sein de Sofregaz, que vous voyez en bas, qui faisait partie du groupe Gaz de France à l'époque. Donc, j'ai travaillé au sein de Sofregaz, Gaz de France, qui est devenu ensuite Engie. Donc, vous connaissez aujourd'hui, j'imagine, en France, Engie. Donc, j'ai travaillé dans ce groupe pendant 25 ans. Et ensuite, j'ai rejoint OMV et OMV Petrom, que vous avez pu découvrir, je pense, en vivant en Roumanie. Et je vous dirai quelques mots sur OMV Petrom en 2018. Donc, ça fait à peu près presque 4 ans maintenant que j'ai rejoint ce groupe. Et je m'occupe de l'activité. Donc, je fais partie du conseil d'administration de la société. Je suis responsable de l'activité gaz et électricité. Et je vais expliquer après en quoi ça consiste. Donc voilà, pour vous donner les grandes lignes. Et j'ai surtout travaillé, en fait, j'ai fait plus de la moitié de ma carrière à l'étranger. Donc, même de ma vie, en fait. Donc, j'ai 50 ans, 51 maintenant, et j'ai à peu près fait plus de 25 ans à l'étranger, surtout au UK, mais Pays-Bas aussi, République tchèque, Hongrie, Italie et Roumanie maintenant. Donc voilà mon parcours. Donc Europe, très européen, avec différentes donc Europe centrale et UK étant les deux poids lourds. Ensuite, peut-être le slide d'après. Donc quelques mots sur OMV Petrom. Ce que je pense que vous avez vu, évidemment, c'est des stations essence. Mais OMV Petrom, c'est d'abord une plus grosse société en Roumanie. C'est une société qui est détenue à 51% par le groupe OMV. OMV, c'est un groupe autrichien, donc c'est un peu c'est un petit Total à la française, si vous voulez, basé en Autriche. Donc, qui est détenu, OMV aussi détenu une partie par l'État autrichien, mais c'est un groupe pétrolier pétrochimique maintenant, qui s'oriente de plus en plus. Et justement, on pourra en parler dans la transition énergétique. OMV a une stratégie qu'ils vont publier là vers le 16 mars, donc ça sera annoncé à la presse. Mais les messages qui ont déjà été donnés dans la presse, c'est que c'est vraiment une orientation de passer du oil and gas sur la pétrochimie et sur le recyclage, l'énergie, ce qu'on appelle l'économie circulaire, et sur la récupération du plastique et réutiliser le plastique pour en faire un matériau de consommation. Donc, il y a toute cette notion liée à la pétrochimie et liée à l'énergie circulaire, l'économie circulaire vis-à-vis du plastique. Mais ça, je ne vais pas m'étendre trop sur OMV, je vais plutôt me focaliser sur Petrom. Donc, Petrom on est un producteur de gaz et de pétrole. On est un business très intégré, ça veut dire que on produit le pétrole en Roumanie, on a une raffinerie en Roumanie qui est à Ploiești, et ensuite on
on a les stations essence qui couvrent le territoire, on va dire, entre ce qu'on appelle le Southeast Europe pour nous, c'est-à-dire Bulgarie, Serbie, Moldavie et Roumanie. Donc, on est sur tous ces pays-là. Donc, on voyait des stations essence OMV en Bulgarie. En fait, c'est bien Petrom. Ça fait bien partie d'OMV Petrom. Même si on utilise la marque, on utilise les deux marques, la marque OMV et la marque Petrom, qui sont deux canaux de vente différents pour nous. On a donc une société qui financièrement se porte bien, des très bons résultats. L'année dernière, on a eu très bons résultats du fait de ce modèle intégré en soi. Alors ensuite, je reviendrai sur la stratégie long terme. Le slide d'après. Donc ici, vous voyez, pour ce que je viens de vous expliquer par rapport à notre stratégie sur notre business intégré Gas and Power. Donc on a, je vous ai expliqué sur le pétrole, les pompes à essence et puis la production de gaz. Alors, gaz et pétrole, c'est soit onshore, donc onshore sur le pays, mais aussi offshore, c'est-à-dire qu'on produit également dans la mer Noire. Et en fait, en Roumanie, le futur est dans la mer Noire. C'est-à-dire là où on a les plus grosses réserves se trouve dans la mer Noire. Donc le développement de la mer Noire est vraiment stratégique aussi pour notre compagnie. On est aussi producteur d'électricité, c'est-à-dire qu'avec le gaz qu'on produit, on produit de l'électricité, qui est la plus grosse centrale électrique au gaz dans la région, qui fait à peu près 10% des besoins presque 10% des besoins de la Roumanie. Donc, un actif très important par rapport à la demande d'électricité. Donc, ce n'est pas uniquement gaz et oil, c'est aussi électricité. Prochain slide. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Roumanie, il faut savoir que la Roumanie a un historique très important dans l'industrie gazière et pétrolière. Il y a plus de 110 ans en fait, on a découvert du pétrole ici. C'est des Français d'ailleurs qui étaient venus prospecter à l'époque. Et il y a eu des découvertes de pétrole et de gaz très tôt. Et la Roumanie a produit même avant les États-Unis du pétrole. Donc, même avant Rockefeller, la Roumanie avait déjà découvert aussi du pétrole. Et donc, aujourd'hui, il y a toujours des ressources qui sont encore exploitables, que ce soit pétrole et gaz, et la mer Noire, bien sûr, étant je veux dire, les prochaines réserves, surtout de gaz pour le pays. Donc, il y a une vraie culture dans le pays et un savoir-faire et des universités aussi qui ont développé des capacités techniques sur ça. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est pas, et je pense que c'est aussi une des questions que vous avez, c'est il faut qu'on puisse faire venir des jeunes ingénieurs travailler dans le oil and gas. Et évidemment, c'est moins sexy qu'il y a 10 ans ou 20 ans lorsqu'on parle de transition énergétique et est-ce qu'il y a encore un futur pour le oil. Et on va revenir sur ce sujet. Alors, dernier slide pour juste continuer à illustrer les ressources en Roumanie. Donc, là où Petrom est très actif, OMV Petrom est très actif aujourd'hui, et on développe, on a un potentiel, une stratégie de développement en termes d'investissement, se situe en mer Noire. Donc ici, vous avez sur la carte de la mer Noire où OMV Petrom on a des actifs sur lesquels on travaille aujourd'hui. Donc il y a Neptune qui est en Roumanie. Ensuite, il y a Hanaspa qui est en Bulgarie avec Total d'ailleurs. Celui-là est avec Total. Et en Géorgie aussi, on a une concession. Donc ça, ce sont des concessions sur lesquelles on a l'État, en général, c'est l'État qui nous donne une concession, qu'on a gagné grâce à un appel d'offres. Et cette concession, on a les obligations de faire des recherches et de découvrir évidemment du gaz ou du pétrole, mais d'investir pour faire des recherches et essayer de trouver du gaz ou du pétrole. Donc, en Roumanie, ça a déjà été découvert. En Bulgarie, on aura des investissements cette année. Et en Géorgie aussi. Donc, sur les deux autres, c'est pas encore mature, mais en Roumanie, c'est déjà mature, c'est déjà prouvé. Et on a aussi un accord avec l'Ukraine. Bon, mais comme vous pouvez imaginer, un peu en stand-by en ce moment. Alors maintenant, parlons de la transition énergétique et de la stratégie de OMV Petrom. Donc, ce qu'on a annoncé au mois de
au mois de décembre. Donc, c'est nos stratégies OMV Petrom jusqu'à 2030. Alors, vous savez que dans le cadre de la transition énergétique, alors je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup, la Commission européenne parle de net zéro carbone, on parle 2050. Donc, il y a beaucoup d'objectifs à l'horizon 2050. Et évidemment, en tant qu'entreprise, 2050, ça fait loin, donc il faut montrer quelle est notre stratégie entre maintenant et 2030, qui est déjà une étape importante en termes d'investissement, d'énergie de transition et de réduction surtout des émissions, parce que ce qu'on cherche au départ, c'est réduire nos émissions, notre footprint en termes de CO2. Et donc, notre stratégie au sein de OMV Petrom, c'est déjà un plan d'investissement de 11 milliards d'euros entre maintenant et 2030. Donc, 11 milliards d'euros. Donc, ça, c'est certainement des plans les plus ambitieux qu'il y a en Roumanie, une entreprise. Il n'y a pas eu d'autres plans aussi similaires, aussi ambitieux en Roumanie. Et c'est avec trois axes, on va dire, sur cette stratégie, si vous le voyez. Je vais commencer peut-être ce qui est en bleu, c'est Optimize Traditional Business. Donc ici, on va continuer à produire du pétrole et du gaz. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins. Aujourd'hui, comme une des obligations de OMV Petrom, c'est de fournir l'énergie aux gens. Et l'État roumain attend de nous que s'il y a une demande de produits pétroliers, qu'elle soit remplie. Et donc, on voit, lorsqu'on regarde les pronostics de développement de vente jusqu'en 2030, oui, on voit une pénétration de l'énergie électrique pour les véhicules, de voitures électriques, environ de 20%, mais il y aura toujours une demande forte et même qui va augmenter sur le gasoil, ce qu'on appelle l'essence et le diesel. Et ça, du fait de la situation du marché automobile roumain, pour vous donner la différence avec la France, par exemple, déjà, il y a beaucoup moins de voitures par famille. Donc, il y aura certainement une augmentation si on veut comparer le nombre de voitures par famille en Europe de l'Ouest et en Roumanie. Il y a un décalage. Donc, il y aura une augmentation du parc immobilier. Il y a, quand on regarde les voitures les Roumains achètent beaucoup de voitures d'occasion qui viennent d'Europe de l'Ouest. Ces voitures-là ne sont pas des voitures électriques, ce sont des voitures souvent diesel. Donc, il y a un parc automobile existant qui augmente, mais qui est toujours très carbonisé, très essence et diesel. Il y a des voitures neuves, évidemment électriques, qui vont se développer, mais même d'ici 2030, il y aura toujours des besoins de diesel et de gasoline et d'essence. Et donc, une partie de notre travail, c'est de continuer à fournir cette essence, mais la fournir en produisant moins de CO2. Donc, comment on va revenir sur ça, sur la transition. Mais on doit d'abord mettre sûr qu'on produit moins de CO2 lorsqu'on raffine le pétrole, lorsqu'on transporte le pétrole, lorsqu'on transporte le gaz, etc. Donc, on a tous des plans d'économie d'énergie qui vont permettre de réduire nos émissions dans ce qu'on appelle l'optimisation du business traditionnel. Et là, on l'a fait depuis 10 ans et on doit continuer sur ça, continuer à être plus efficace et réduire notre footprint sur notre business traditionnel. Ensuite, il y a Grow Regional Gas. Et ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était la mer Noire. Parce que si on veut réduire les CO2 rapidement, les émissions de CO2 rapidement en Europe du Sud, il faut passer tout de suite du charbon au gaz. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème dans cette zone-là, c'est qu'on a des vieilles centrales charbon en Roumanie qui produisent de l'électricité ou du chauffage urbain. En Bulgarie, c'est la même chose, en Grèce aussi, en Hongrie. Et bien sûr, à terme, il faudra des énergies renouvelables, mais on ne peut pas remplacer toute cette puissance qui est une puissance de base, en fait. C'est-à-dire que c'est des centrales qui fonctionnent tout le temps. Le vent et l'éolien et le solaire, malheureusement, c'est quelques milliers d'heures par an. C'est entre 1500 et 2500 heures par an. Donc, il y a besoin toujours d'électricité lorsqu'il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et c'est là où le gaz peut intervenir et remplacer le charbon. Lorsqu'on va remplacer le charbon par du gaz, on va réduire les émissions de CO2 pour la production d'électricité de 60%. Donc, c'est énorme. C'est déjà un impact, même si c'est vrai, on continue à brûler des fossiles fuels, mais on va réduire de manière rapide
les émissions de CO2. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est notre message vis-à-vis de la communauté européenne, qui finalement maintenant est aussi convaincue que que le gaz a un rôle dans la transition énergétique pour réduire les émissions sur passer du charbon au gaz, dans un premier temps. Et ces installations de gaz, plus tard, lorsqu'on aura accès à l'hydrogène, qui est une autre technologie, on pourra éventuellement les transformer. Donc, c'est des actifs qui ne seront pas forcément, on va dire, parce qu'une des craintes des partis écologistes, c'est de dire, oui, mais ces actifs-là, lorsque vous les avez construits, après, pendant 30 ans, on aura des centrales gaz. Alors, oui, mais aujourd'hui, on a pendant 30 ans des centrales charbon. Donc déjà, c'est pire, la situation est pire. Mais ces centrales gaz, on pourra aussi les convertir un jour dans des énergies lorsque la technologie sera plus développée, donc d'ici peut-être une dizaine d'années, à fonctionner sur des combustibles qui seront plus verts. Donc c'est ça aussi l'expectation, enfin les espérances qu'on a sur ce type de transition, que c'est pas forcément pour 30 ans brûler du gaz, mais qu'il y aura aussi une transition sur hydrogène, gaz ou un mixte des deux pour réduire les émissions de CO2. Et ensuite, alors, la transition to low and zero carbone, et c'est là où on a une grosse partie de nos investissements. Voilà, vous voyez, oui, tu peux changer le slide. Voilà, et là, on a mis en vert, c'est tous les nouveaux business que OMV Petrom va développer entre maintenant et 2030. Donc ça, ce sont des business qu'aujourd'hui, on est, on est très peu présent ou bien ce sera complètement nouveau. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. À gauche, vous avez la partie traditionnelle, oil, fuel, gas, based on power, et le gaz. Maintenant, donc, on a ces 5 nouveaux types d'activités, puis je vais développer après par la suite. Mais donc, on veut développer une énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que aussi en Roumanie, il y a un potentiel. C'est-à-dire qu'il y a du soleil, il y a du vent, donc il y a encore des possibilités de développer. Même si aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près entre 15 et 20% de l'énergie est renouvelable, hein, même plus que ça. Non, pardon. En Roumanie, vous avez peut-être une des électricités où il y a le plus de renouvelables. Vous avez de l'hydraulique, vous avez de l'éolien et vous avez un peu de solaire. Donc, il y a déjà des capacités renouvelables assez importantes. Mais il y a toujours un potentiel, on peut faire plus. Et si on veut développer les voitures électriques, si on veut développer aussi de l'hydrogène, ce qu'on appelle de l'hydrogène vert, qui est de l'hydrogène produit à partir de l'électricité renouvelable, il faudra de plus en plus d'électricité renouvelable. Donc, de toute façon, il y aura des besoins de construire plus d'électricité renouvelable. Donc, on travaille déjà sur ça, sur d'abord du photovoltaïque. Donc, on a à peu près, on a un objectif de construire 1000 mégawatts d'énergie renouvelable jusqu'en 2030 au minimum. Ça, c'est un target. Aujourd'hui, le gouvernement a proposé de construire jusqu'en 2030 à peu près 7000 mégawatts. Donc, 1000 mégawatts représentent une partie significative de l'objectif du gouvernement. Après, les biofuels. Alors, biofuel, qu'est-ce qu'on entend par biofuel? Et là, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce que vous avez peut-être vu ou entendu parler en France ou même ailleurs, l'éthanol. Donc, vous avez il y a des pays comme le Brésil où ils n'utilisent pas l'essence, ils utilisent l'éthanol en grosse partie. Alors, ils utilisent aussi l'essence, mais l'éthanol est très utilisé en tant que combustible. Donc, on considère que, certes, lorsqu'on brûle de l'éthanol, dans la voiture, vous émettez du CO2, mais parce que c'est de la biomasse, on considère que le cycle est neutre. C'est-à-dire que la biomasse, pour se développer, consomme du CO2, et ensuite vous la brûlez, mais vous avez un cycle neutre. C'est ça et c'est renouvelable. Donc voilà. Et alors là, il y a des développements qui vont se faire sur ce qu'on appelle du, euh, des biofuels de deuxième génération, ce qui veut dire que c'est pas pour ne pas être en conflit avec l'agriculture, de ne pas développer, si vous voulez, des biomasses et utiliser des fermes, des terrains agricoles qui pourraient être utilisés pour faire de la nourriture, pour faire de l'énergie. Donc ça, c'est aussi un conflit, parce que vous savez, quand on parle de biomasse, les gens disent, oui, mais si c'est pour faire du colza, pour utiliser dans l'énergie, alors qu'on pourrait le vendre pour la nourriture, il y a forcément un conflit au bout d'un moment entre l'énergie et la nourriture de la planète.
Donc, ce qu'on regarde, nous, c'est plutôt ce qu'on appelle, la communauté européenne appelle la seconde génération. C'est utiliser, par exemple, les huiles comme les huiles de McDo, hein. Donc, utiliser ces huiles ou les huiles qui sont en fait du recyclable. Utiliser la paille qui n'est pas utilisée par les fermes, surtout en Roumanie, il y a un potentiel assez important. Donc, produire à partir de la paille qui n'est pas utilisée, qui est brûlée même sur les fermes, ou du fait qu'il n'y a pas assez d'animaux en Roumanie, donc il y a un potentiel paille important. Et puis après, il y a d'autres technologies qui permettront certainement à l'horizon 2030 de développer avec des procédés chimiques à partir d'eau et d'hydrogène des combustibles pour l'aviation et principalement pour l'aviation. Mais ça, c'est encore un peu tôt. Je pense que 2030-2040, ça sera les horizons de ce type donc je ne veux pas rentrer dans dans la technologie, mais c'est de produire ce qu'on appelle des biofuels, mais pas à partir de biomasse. Donc à partir d'hydrogène, d'eau ou de CO2, même à partir de CO2. Ensuite, vous avez Alternative Mobility. Donc ça, c'est évidemment, on va développer le réseau électrique pour permettre de recharger des voitures électriques dans nos stations, mais aussi au gaz. C'est-à-dire on sait que les camions, par exemple, la conversion électrique est plus difficile parce que les batteries seraient trop grosses sur les camions. Et donc, c'est comment passer du fuel au gaz qui permettrait de réduire aussi les émissions, même si on continuera à émettre du CO2, mais ça permettrait de réduire les émissions. Et encore une fois, l'hydrogène qui serait aussi un fuel disponible pour les camions, pour les transports, même trains, un alternatif, mais qui coûte encore cher à produire et à développer un réseau. Donc, on pense que ce sera plutôt une deuxième partie de cette décennie. Toutefois, gaz peut être installé rapidement. Il n'y a pas il peut même être compétitif même vis-à-vis du diesel. Ensuite, alors je vais peut-être je finirai par le CCU et S. Je vais expliquer ce que c'est. Et ensuite, il y a Blue et Green Hydrogen. Et Blue et Green Hydrogen, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que c'est un autre. L'avantage de l'hydrogène, c'est que quand vous le brûlez l'hydrogène, vous ne consommez pas vous n'émettez pas de CO2. Donc c'est pour ça que la Communauté européenne a un plan très ambitieux pour développer de l'hydrogène, une économie hydrogène en Europe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte encore cher à développer. Et donc, l'intention de la Communauté européenne, c'est de donner aussi des subventions pour développer cette économie hydrogène. Et on en parle beaucoup. Si vous regardez un peu sur Internet, vous verrez qu'il y a énormément de communication. Tout le monde dit que c'est l'avenir. Si vous êtes étudiant en sciences, il faut mieux s'orienter sur l'hydrogène. C'est ce que tout le monde dit, c'est l'avenir. Et alors, il y a différentes couleurs, vous verrez, on en parle avec différentes couleurs. Le vert, évidemment, c'est produire de l'hydrogène avec de l'électricité renouvelable et de l'eau. Donc, il faut de l'eau et de l'électricité renouvelable pour produire de l'hydrogène vert. Le bleu, c'est un peu différent. En fait, on produit, et c'est une technologie qui existe, hein, donc qui est aujourd'hui utilisée pour produire de l'hydrogène à partir du gaz, mais on capte le CO2 qui est émis par la combustion de l'hydrogène est ensuite capté et injecté dans des stockages, ce qui permet d'éviter l'émission du CO2. Alors, il y a des pays qui considèrent que ça, c'est pas vert. Par exemple, l'Allemagne ne souhaite pas développer ça. L'Allemagne a une philosophie qu'eux, ils veulent sur le renouvelable, l'électricité renouvelable et l'hydrogène vert. En Roumanie, nous, on pense que du fait qu'il y a un potentiel gaz avec la mer Noire, la Roumanie peut devenir le premier producteur européen de gaz naturel. Donc, il y a un potentiel gaz naturel. On peut stocker le CO2, et c'est ce qu'on est en train de développer. Et ça, c'est le dernier pilar de notre Low on Zero Carbon, CCU et S. Qu'est-ce que ça veut dire, CCU? C'est Carbon Capture and Utilization and Storage. Donc, en Roumanie, il n'y a pas beaucoup de pays en Europe qui peuvent faire ça. Si on a la possibilité de stocker le CO2 dans la mer Noire ou dans des cavités salines, par exemple, qui ont été utilisées et qui sont vides, souterraines, où on pourrait capter le CO2 même onshore, pas uniquement offshore.
Aujourd'hui, il y a même pas de la technologie existe, hein, c'est pas quelque chose de développement de technologie. Il y a des pays qui sont en avance sur ça, la Norvège, par exemple, qui développe dans la mer Noire des stockages de CO2, et le UK qui aussi est en train de développer ce qu'ils appellent donc aussi une économie blue hydrogen, donc développer l'hydrogène et stocker le CO2 dans la mer Noire. Donc c'est quelque chose qui au départ coûtait cher, mais aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas pu voir, mais le prix du CO2 a beaucoup augmenté. C'est-à-dire que le prix du CO2, historiquement, vous savez, il y a un marché européen du CO2. Donc, quand on pollue, on doit, certaines industries, pas tout le monde, mais certaines industries doivent payer des certificats d'émission. Les certificats d'émission, on les paye à la tonne de CO2. Il y a à peu près 2 ans, 3 ans, la tonne de CO2, c'était 7 euros 7 euros la tonne, ce qui n'était pas très contraignant, on va dire, pour les industriels et pour les consommateurs. Aujourd'hui, c'est 90 euros. On est passé de 7 à 90 euros en 2 ans. Donc, l'impact de cette augmentation du prix du CO2 qui est, on va dire, en ligne avec l'objectif de la transition énergétique. C'est-à-dire, si on veut que les entreprises polluent moins, si on veut développer des technologies low carbone, il faut donner un prix du carbone élevé. C'est un peu le principe économique, c'est le pollueur paie, mais pour ça, il faut que la facture soit, pour pouvoir développer vraiment les technologies, il faut que le prix du CO2 soit élevé. Donc là, on est arrivé de manière assez rapide. Je pense que ça a surpris beaucoup de gens, et surtout les industriels, mais aussi les politiciens. On est arrivé à des niveaux très élevés du prix du CO2, presque donc proche de 100 euros la tonne, ce qui va permettre à certaines technologies maintenant d'être compétitives. Le stockage de CO2, entre autres, va devenir compétitif, ce qui veut dire que les industriels, au lieu d'aller payer pour émettre du CO2, ils vont préférer payer une entreprise qui stocke le CO2 et ne pas acheter des permis de CO2. Donc c'est là où l'économie va se développer autour du stockage du CO2. Et c'est un des axes importants de notre stratégie pour réduire les émissions de CO2 en Roumanie. Si vous avez des questions, je vais peut-être faire une pause là. J'ai encore 2 slides, je crois. Mais si vous avez des questions sur ça, dites-le moi. Alors, moi, je vais me permettre de poser une question tout d'abord. Je vous remercie de votre intervention ce matin qui est très intéressante. Mhm. J'aurais voulu vous poser une question en particulier sur les biofuels et sur l'existence d'une demande en Roumanie de biofuels. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui a un avenir? Enfin, parce que justement, c'est quelque chose qui met du temps à se développer, alors même que la commission a déjà, expliqué plusieurs fois que c'est quand même une solution uniquement de transition, parce qu'il y a quand même des émissions et c'est ça qui m'interroge en fait et juste sur Oui. les coûts et les bénéfices qu'une entreprise comme OMV peut en tirer, alors que c'est un secteur qui est à développer totalement presque en Roumanie? Alors, il y a en fait euh, alors, vous avez raison sur le fait que c'est aussi une transition. Les biofuels de deuxième génération, il n'y aura pas assez de volume de toute façon pour convertir l'ensemble pour se débarrasser de l'ensemble de l'essence ou du fuel, ou du diesel, pardon. Donc, ça va couvrir une partie des besoins pour la transition énergétique. C'est-à-dire on va augmenter le pourcentage qu'on met dans en fait, on va mélanger dans l'essence et ces biofuels jusqu'à un certain niveau, et c'est ce qui va permettre de commencer à réduire l'impact du transport sur les émissions. Donc, c'est pas une alternative, on va pas arriver à rembourser 100%, ça c'est clair. Donc, il y aura aussi l'électrique, évidemment. Et ce qu'on attend aussi, c'est des e-fuels, ce qu'on appelle les e-fuels. Donc, ça serait des combustibles ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, par exemple, en Sustainable Fuel, qui vont être développés pour que des secteurs comme l'aéronautique, comment remplacer le kérosène. Et là où peut-être que le futur sera l'hydrogène d'ici 2035-2040, mais il y a certainement aussi des technologies qui peuvent être développées avant pour développer aussi des Sustainable Aviation Fuel entre maintenant et 2040, qui permettraient de réduire déjà l'émission de l'aviation. Mais sur le transport classique, le biofuel en Roumanie, vous avez déjà une usine qui a été construite par un groupe Clariant qui produit du biofuel à partir de la paille.
Et donc, eux, ils vendent, en fait, ce qu'ils ont développé, c'est les enzymes qui permettent en fait, à partir de la paille, de produire du biofuel. Donc, leur business model, c'est pas vraiment de produire du biofuel, mais c'est de vendre les enzymes. Mais ils voulaient construire une usine qui n'est pas une petite usine, hein, qui est vraiment une usine à taille industrielle, pour montrer que c'était possible à partir de la paille d'avoir des volumes de taille suffisante. Et, euh, et OMV Petrom, on est convaincu qu'il y a un potentiel de développer plus d'usines comme celle-là en Roumanie, du fait qu'il y aura une demande. Il y aura une demande de la part des consommateurs et il y aura une obligation de la part, c'est même pas une demande, il y aura une obligation de la part de la Communauté européenne et l'État roumain aussi d'injecter une proportion plus importante chaque année. Et il y a un calendrier déjà fixé pour augmenter d'ici à 2030. C'est le FIT, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a toute une législation qui est en négociation en ce moment, qui s'appelle Fit for 55. Donc, c'est pas encore, je me suis peut-être un peu trop avancé, c'est pas encore dans la législation en Roumanie, mais dans les 2 prochaines années, il va falloir qu'ils le mettent, qu'ils le transposent. Donc, d'abord, il faut que ça soit voté au Parlement européen, et ensuite, il faut que ça soit transposé dans les législations nationales. Mais ça sera cette tendance, c'est-à-dire qu'il y aura une obligation d'injecter X%, peut-être 10%, 15% dans l'essence pour réduire les émissions de CO2. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait, je vous remercie. Ouais. Mais ce qui a justement une deuxième question, Mhm. notamment sur la pertinence du paquet Fit for 55 en Roumanie. Parce que bon, j'ai eu la chance d'étudier un petit peu ce paquet. Alors, ça me semble déjà plus ou moins très idéaliste, surtout enfin, mais presque atteignable en Europe de l'Ouest. Mais en Europe de l'Est, j'ai été quand même très sceptique sur justement, parce que vous avez évoqué le fait que les Roumains achètent notamment surtout des voitures qui viennent d'Europe de l'Ouest. Voilà, on a quand même un changement du parc qui, qui est différencié par rapport à l'Europe de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que le paquet Fit for 55 aujourd'hui n'est pas trop rapide, ou est-ce que c'est plutôt un frein ou un moteur de développement, notamment de Alors, développement économique? c'est une très bonne question. En fait, nos stratégies, lorsqu'on a présenté nos stratégies, on travaille en parallèle aussi un groupe de travail Fit for 55 pour le transport dans le sein d'une association patronale, l'équivalent du MEDEF ici en Roumanie, où il y a une task force sur comment, euh, comment répondre aux exigences de Fit for 55 pour la Roumanie. Et on est convaincu qu'il y a une solution. C'est-à-dire que c'est pas impossible, c'est pas une mission impossible. Ça, déjà le premier point, c'est important. On n'est pas, on peut le faire, mais ça ne sera pas grâce uniquement aux voitures électriques. C'est-à-dire que les voitures électriques n'auront pas la pénétration que tu auras en Europe de l'Ouest, ça c'est clair. Donc nous, on ne va pas pouvoir obtenir le Fit for 55 uniquement grâce aux voitures électriques. Et donc c'est pour ça qu'on pousse pour le biofuel, parce que c'est le seul moyen. On a la ressource en Roumanie avec la paille ou les huiles de vidange, les huiles de cuisson pour faire du recyclage et pour développer la proportion biofuel dans les secteurs de consommation. Donc, on voit ça comme ça. C'est-à-dire que la Roumanie est capable, il y a une solution, hein, on a développé des modèles et des scénarios, il y a une solution pour être compatible sur le Fit for 55, mais ce n'est pas exactement la même que celle de la France ou celle de l'Angleterre, etc. Donc, ce sera lié aux ressources et au marché automobile de la Roumanie. Mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Je vous remercie pour ces réponses qui sont assez intéressantes et qui donnent de l'espoir quand même un petit peu. Oui, non, non. C'est pour ça on met un plan de 11 milliards d'euros. C'est qu'on est optimiste et on ne mettrait pas 11 milliards d'euros. On a des actionnaires qui demandent une rentabilité. Donc, on n'est pas un NGO. On n'est pas là pour faire quelque chose qui soit. On va faire certainement des pilotes industriels hein, pour développer des technologies, etc., avec des aides européennes. Mais il faut bien sûr que tout ça, ça soit un business qui soit rentable. Sinon, ce sera très difficile d'avoir une transition énergétique. Hein. Et donc, si je prends le prochain slide, par exemple, sur l'énergie renouvelable,
Voilà. Donc ce que je vous parlais, c'est pour nous, on souhaite obtenir d'ici 2030 et on a même une target à 2025, construire 1000 mégawatts au minimum de capacité, principalement photovoltaïque, mais on n'exclut pas aussi de développer du solaire, pardon, d'autres énergies renouvelables et pas forcément du vent et de l'éolien et du solaire d'ailleurs. Et il y a aussi un potentiel en Roumanie de géothermie. Donc le photovoltaïque, je pense que vous connaissez, c'est pas il y a rien de très, nouveau dans ça. La Roumanie est bien placée parce qu'il y a du vent. Le problème, c'est plus des capacités de se raccorder aux réseaux qui sont compliquées, du fait la besoin d'investissement sur les réseaux électriques. Je ne sais pas si vous voyez la qualité des réseaux électriques en Roumanie est quand même un problème, si vous voyez des fils partout dans la rue, vous voyez, et il y a eu des sous-investissements, clairement donc là, il y a un effort à faire, mais il y a de l'argent, hein. La Communauté européenne a mis à disposition un package assez important sur, pouvoir développer les énergies renouvelables en Roumanie. Et sur la géothermie, c'est très intéressant parce que pour revenir à l'historique de OMV Petrom, on a des milliers de puits qui ont été faits en Roumanie. Depuis 110 ans, vous pouvez imaginer le nombre de puits qui ont été faits en Roumanie pour chercher du pétrole. Et on a toujours plusieurs centaines de puits qu'on gère aujourd'hui en Roumanie. Et à chaque fois qu'on en fait un puits, on mesure aussi la température de l'eau qu'on rencontre lors du forage. Et donc, on a une carte du potentiel de géothermie qui est unique grâce à l'industrie pétrolière sur la Roumanie. Et la Roumanie est certainement un des seuls pays en Europe qui a une ressource de géothermie à plus de 100 degrés, c'est-à-dire vraiment de l'eau c'est quasiment qui est à haute pression et à haute température. Euh, alors, il faut, et c'est là que c'est intéressant pour nous, c'est que les compétences, pour revenir aux jeunes ingénieurs qui sortent des écoles, ce qu'on leur dit, c'est oui, l'industrie oil and gas peut paraître vieux jeu et sale, mais c'est les mêmes compétences, géologistes, forage, etc., qui vont nous permettre de développer les nouvelles technologies comme la géothermie, géothermie haute température, c'est vraiment, on parle de géothermie, descendre, faire des forages à 2000-3000 mètres. Hein. Ce n'est pas la géothermie que vous avez en France. Vous avez à Meaux, la ville de Meaux, par exemple, vous avez un chauffage urbain qui est de la géothermie, mais là, c'est à quelques centaines de mètres. Et là, on parle de milliers de mètres, mais on a de la température, la haute température, donc une ressource beaucoup plus forte en énergie. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est développer ça pour produire du chauffage, de l'eau chaude pour le chauffage, mais surtout de l'électricité. C'est-à-dire que là, on peut développer de l'électricité du fait d'avoir des hautes températures, ce qui est, encore une fois, unique en Europe. Il y a quelques installations en Italie, en Toscanie, mais c'est tout. Donc, il y a très peu d'installations en Europe. Et après, c'est surtout dans les îles. Par exemple, ça se développe en La Réunion, Martinique, Guadeloupe, les îles où il y a la géothermie ou l'Islande, évidemment. L'Islande, ça existe depuis très longtemps. Les îles où il y a aussi une activité volcanique. Euh, Là, en Roumanie, sans avoir l'activité volcanique, il y a une ressource d'eau chaude liée à la géologie du pays. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite dans notre énergies renouvelables, de pouvoir développer ça en Roumanie. Et encore une fois, c'est les compétences, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est des compétences de l'industrie oil and gas. La même chose sur le carbon storage. Pour faire du stockage de carbone, il faut des gens qui savent transporter, qui savent faire des stockages, etc., gérer des stockages, etc. Et ça, c'est aussi les mêmes compétences. Donc, on dit on peut utiliser nos compétences et toutes les compagnies pétrolières font la même chose dans leur communication. C'est-à-dire on peut utiliser nos compétences pour développer les technologies du futur ou bien pour adapter, pour développer les moyens de réduire les émissions de CO2 en Europe et dans le monde. Hein. Donc c'est un message aussi important vis-à-vis de cette industrie. Et je pense que c'était une des questions qu'avait Agnès. Quel est le potentiel, le futur de cette industrie? Et alors, dernier slide, je pense que c'était le dernier slide après encore. Oui. Donc là, j'ai parlé du stockage de carbone. Encore une fois, c'est quelque chose euh, on prévoit un investissement de plus d'1 milliard d'euros dans le stockage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. C'est plutôt à l'horizon 2029-2030, donc ce n'est pas pour demain. Mais il faut commencer maintenant
pour pouvoir créer les stockages de 2029-2030. Donc, c'est quelque chose, on ne peut pas attendre, on doit démarrer et on commence à stocker du CO2. Et il faut savoir qu'il y a des industriels, des industries qui n'ont pas d'autres solutions. Je prends l'industrie du ciment. Si on veut décarboner l'industrie du ciment, il faut faire du stockage de CO2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir faire du ciment. Et vous savez que malheureusement, le ciment, on n'a pas encore trouvé d'alternative. Donc, pour qu'on la construction, il y aura toujours besoin de ciment. Et donc, les premiers clients industriels qui sont intéressés en Roumanie, c'est tous les cimentiers. Et vous avez des grosses usines de ciment en Roumanie qui sont intéressés parce que c'est le seul moyen pour eux de survivre en fait à une transition énergétique. Parce que si après le prix du CO2 devient trop cher, ils sont dans un risque de ne plus être économique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite de tester la technologie. Et on fait aussi du capture de CO2 dans notre raffinerie et la réutilisation du CO2. Donc c'est aussi sur notre production nous-mêmes, nos productions de CO2. On verra après sur la centrale électrique s'il y aura aussi un intérêt ou pas. Et l'hydrogène, j'en ai parlé. Je pense que pour nous également, à l'horizon 2028-2030, OMV Petrom peut être un des fournisseurs d'hydrogène propre ou low carbone, ce qu'on appelle low carbone, pour les industriels roumains. Et je pense que ça termine sur ça, non? Ou il y avait un autre slide derrière ou pas? Non, non, c'était ça, c'était ça. Donc voilà ce qu'on a présenté donc en décembre, un plan ambitieux qui a été bien reçu par la presse, par les analystes financiers, par le gouvernement et par nos actionnaires. Donc, certes, il faudra toujours produire de l'essence et du gaz dans les prochaines années parce qu'on voit la consommation, il y aura toujours une demande. Donc, ça, c'est pour ça si tu remets le slide 9, s'il vous plaît, le slide 9 qui montre bien pour reconclure sur les messages. Donc là, vous voyez, sur oil, fuel, gaz, on aura toujours besoin, donc il faudra qu'on continue à travailler et investir dans cette activité traditionnelle, même si on pense que ce n'est pas l'avenir, mais il y a des besoins, donc il faudra répondre aux besoins. Mais en parallèle, il faut préparer le futur, on va dire l'après 2030, mais déjà obtenir des réductions de carbone par 2030. Donc, on a annoncé aussi au marché nos objectifs de réduction de CO2 à partir de 2030, qui sont importants. C'est plus de 20% entre... en fait, dans l'industrie, lorsqu'on parle de net zéro carbone, il faut savoir de quoi on parle. Et pour l'industrie pétrolière, peut-être une petite précision de quoi on parle. Vous avez on émet des CO2 lorsqu'on produit de l'électricité, quand on raffine. Parce que là, il y a une combustion de gaz ou il y a une combustion de fuel. Donc là, on produit du CO2. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1. Et c'est nos émissions lorsque le transport du pétrole, le transport du gaz, il y a des émissions. Ce qu'on appelle le scope 1, c'est les émissions liées à notre activité. Et ça, on a déjà réduit de plus de 30% et on veut continuer à réduire ces émissions-là à l'horizon 2030. Après, il y a scope 2, c'est l'électricité que vous achetez au marché pour faire fonctionner vos usines, par exemple. Et ça, si l'électricité que vous achetez est renouvelable, eh ben, vous réduisez vos scope 2. D'accord? Si elle n'est pas renouvelable, vous avez une émission de scope 2. Et le scope 3, qui est le plus compliqué pour notre industrie, et c'est pour ça que quand on parle de net zéro carbone, il faut quand même préciser si c'est scope 1, scope 2 ou scope 1, 2, 3. Scope 3, c'est l'émission lorsque vous brûlez l'essence et le diesel dans votre voiture. C'est-à-dire que ça, évidemment, c'est le plus gros des émissions que nous, si on inclut ça dans nos émissions, c'est le montant le plus important. Parce que là, c'est tous les produits que l'on produit, le gaz, l'essence, etc., qui, lorsque les consommateurs l'utilisent, vont émettre des CO2. Et ce qu'on souhaite à l'horizon 2030, c'est réduire de 20% scope 1, 2 et 3 ensemble. Donc, ça veut dire même le scope 3 sera inclus dans notre réduction de CO2. Et c'est pour ça qu'on veut faire du stockage de carbone, qu'on veut développer les biofuels, qu'on veut faire l'électricité pour les voitures, etc. Donc, tout ça va permettre de réduire le scope 3, qui est évidemment le challenge le plus important.
Donc voilà pour les émissions et sur l'impact de notre plan à 2030 aura évidemment un impact sur nos émissions. C'est pas uniquement une target. Ce qui change beaucoup dans notre industrie, c'est pas uniquement maintenant des targets financières, mais aussi des targets environnementales. Avant, on avait toujours des targets évidemment de sécurité, parce on est une entreprise qui a beaucoup de processus qui peuvent être dangereux. Donc, la safety, sécurité, était vraiment target numéro un, est toujours la target numéro un. Deux, évidemment, d'obtenir des résultats financiers. Et maintenant, trois, clairement, c'est nos émissions, la réduction de nos émissions à l'horizon 2030 et développer les technologies, les business, les nouveaux business en termes de transition énergétique entre maintenant et 2030. Et voilà le challenge de notre industrie, en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une industrie qui est vouée à disparition. Je pense que ce n'est pas ça le message. Mais vous savez, il y a des gens qui disent bah, il faut finir de produire le pétrole et quand vous n'avez plus, vous fermez la boîte. Non, ce n'est pas ça. L'idée pour nous, c'est de développer les fuels alternatifs, qu'on en a parlé tout à l'heure, entre l'électricité, le biofuel et le renouvelable. L'électricité renouvelable, parce qu'il y aura des besoins de plus en plus importants. Si on veut faire de l'hydrogène, si on veut faire de la voiture électrique, ben, il faudra de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc, on va aussi investir là-dedans. Et l'hydrogène, qui sera le futur. De toute façon, l'hydrogène, à partir de 2030, il y aura une demande qui va augmenter. Et pour ça, il faut nous, on souhaite déjà être présents à l'horizon 2030. J'espère que c'était clair. Oui, merci. Moi, j'ai juste une question plus Oui. d'ordre social. Vous qui êtes dans le milieu, est-ce que vous pensez que la population roumaine, elle est plutôt sensible à cette transition-là, ou c'est encore des questions qui sont pas trop présentes dans la population? C'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment de parti écologique, déjà. C'est pas comme si vous n'êtes pas en Allemagne où il y a un parti vert important. Ici, ou l'Autriche, par exemple. Ici, les différents programmes politiques, on parle d'écologie, mais c'est vrai que c'est pas le sujet numéro un. Le sujet numéro un aujourd'hui, c'est le prix de l'énergie. C'est pas vraiment si l'énergie est verte, c'est le prix de l'énergie. Donc la maturité est peut-être pas aussi importante que peut-être dans d'autres pays d'Europe aujourd'hui. Il y a Il faut savoir qu'historiquement, quand même, la production électrique est plutôt à bas carbone. C'est-à-dire que si on arrive à éliminer le charbon, on aura une production d'électricité en Roumanie qui sera vraiment bas carbone. Donc là, il y a un espoir que d'ici 2030, sur la production d'électricité, la Roumanie sera bien en avance par rapport à d'autres pays d'Europe. Donc là-dessus, je suis confiant que le gouvernement a pris, veut prendre les mesures, a pris un plan d'action, etc., où il faudra réduire de toute façon les énergies renouvelables et pardon, les énergies fossiles et en particulier le charbon d'ici 2030. Donc, et si on a réduit le charbon, je vous dis après le reste de l'énergie mixte, de sol qui sera encore, il y aura du gaz qui produira du CO2, mais avec beaucoup moins d'impact sur l'environnement, et le reste sera complètement décarboné. Donc vous aurez peut-être environ 70% d'énergie électrique qui sera complètement décarbonée, ce qui est déjà, alors on peut dire qu'en France on y est déjà parce qu'on a le nucléaire et l'énergie renouvelable, mais il y a peu de pays qui sont aussi à ces niveaux-là. Donc là-dessus, je pense sur la décarbonisation de l'électrique, je suis confiant que la Roumanie va faire mieux que certainement ses voisins européens. Sur le transport, je pense aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une solution. Je pense qu'il y a une solution avec les biofuels pour qu'en 2030, la Roumanie puisse obtenir ses targets en termes d'environnement et qu'ils soient acceptables par la population. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui va être important, c'est le prix. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à produire du biofuel qui soit, et si on le produit localement, ça va permettre d'être plus compétitif que certainement d'autres pays et de pouvoir présenter un coût du fuel
mixte, on va dire essence et, biofuel, qui soit, on dit en anglais là, affordable, donc pour la population. Je pense que c'est ça qui est important pour le gouvernement, c'est que cette transition sur le transport n'ait pas un impact sur le prix, mais comme en France d'ailleurs, hein, les gilets jaunes, c'était ça aussi, hein, c'est s'assurer que cette énergie transition, on l'accompagne. Et il y a des moyens pour le faire d'ailleurs, hein. Mais je pense que là-dessus, pouvoir être producteur de biofuel va permettre justement pour l'État d'avoir d'autres revenus, de créer des emplois, d'avoir des revenus de taxes qui peuvent aussi aider de réduire la taxe sur les fuels, sur l'essence. Donc tout ça, on crée une nouvelle économie sur le biofuel qui va permettre à l'État de récupérer des nouvelles, au lieu d'importer du pétrole, de récupérer des taxes sur la production locale. Et avec ça, ils peuvent réduire les taxes sur le pétrole. Donc, il y a un phénomène au niveau taxe qui doit permettre de développer Fit for 55 à l'horizon 2030 et qui soit abordable et acceptable pour la population. Donc là-dessus, on est plutôt optimiste. Sur le transport, il y a des choses à faire. Après, le deux derniers volets en termes de réduction de CO2, c'est quoi? C'est l'agriculture. Et là encore, bon, moi, je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas vous en parler longtemps, mais la différence entre la France et la Roumanie, c'est en Roumanie, c'est des très grandes fermes. Vous avez des fermes de plusieurs milliers d'hectares. En France, c'est déjà des centaines d'hectares, c'est déjà une grande ferme. Ici, on parle souvent de milliers d'hectares. Donc, il y a des fermes qui peuvent certainement, qui ont des moyens financiers certainement beaucoup plus importants que le fermier moyen en France. Donc, s'il y a des mesures à prendre au niveau de l'agriculture, ce sera certainement plus facile pour réduire le CO2 de l'agriculture en Roumanie du fait de la taille et la rentabilité de ces grosses fermes. Donc là-dessus, moi, je pense qu'aussi, il y a un moyen, mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Je pense qu'elle n'est pas là. Et quand je pense qu'il y a l'agriculture et aussi tout ce qui est déchets, c'est-à-dire lorsqu'on suit vraiment le déchet alimentaire, le recyclable et la gestion des déchets. Là, la Roumanie a un effort énorme à faire sur ça. Mais je pense que sur l'agriculture, ils ont les possibilités du fait de la taille du marché et la profitabilité de l'agriculture en Roumanie. Après, sur les déchets, la gestion des déchets, il faut qu'ils créent une industrie avec les incitations financières pour les particuliers. Et ça, en France, maintenant, ça commence. Les gens, ils ont le recyclable, évidemment, existe, mais aussi, si vous avez on va mesurer au poids maintenant aussi vos déchets, donc vous avez tout intérêt à recycler au fur et à mesure. Le problème en Roumanie, c'est que les gens risquent de jeter ça si vous faites ça. Donc il faut trouver une incitation qui permette aux gens d'être intéressés à recycler et le recyclage du plastique est quelque chose qui est important. Et après, le dernier secteur qui est important, et là, il y a énormément de choses à faire en Roumanie, c'est l'isolation. L'isolation des immeubles. Et là, c'est vrai que quand on voit le parc immobilier public, donc des administrations, des universités, là où vous êtes, etc., là, il y a un actif immobilier qui date de plusieurs dizaines d'années. Et donc, il y a une rénovation à faire en termes d'isolation. Et là, dans le Fit for 55, il faut qu'on crée les incitations qui permettent aux propriétaires de faire ces investissements. Au MV Petrom, on a un fonds, on a mis mis à disposition de NGO 4 millions d'euros pour faire de l'éducation sur l'isolation, mais également de faire des premiers showcases. Donc, sur des écoles principalement, ou des bâtiments publics, montrer ce que l'isolation peut permettre. Alors, on a démarré ça avant le Covid. J'avoue qu'après le Covid, le problème, c'est l'augmentation des prix des matières était énorme. Donc, c'est des investissements qui deviennent plus compliqués à faire. Mais le prix d'énergie augmente aussi. Donc, avec des prix d'énergie élevés, il y aura plus d'incitation à faire des économies d'énergie. Ça, c'est aussi important. Mais il faut que là-dessus, l'État, là, ils ont encore beaucoup de choses à faire pour vraiment développer une notion d'économie d'énergie sur le bâtiment. Mais en France, ça a pris du temps aussi. Il faut savoir que c'est long. Donc sur le neuf, mais aussi sur l'ancien.
Voilà. Merci beaucoup, c'était super, super clair et avec un horizon plus large que ce que j'imaginais. Et juste, vous avez évoqué, le nucléaire en France. Il est absent de la Roumanie ou? Non, il y a aussi, ça fait partie là. Alors, ils ont une centrale nucléaire, donc il y a à peu près 15-17% de l'électricité qui est produite à partir du nucléaire. Et ils ont un gros projet d'investissement déjà pour construire un autre réacteur. Euh, Maintenant, c'est des projets qui sont lourds financièrement. Il faut qu'ils mettent en place, et je n'ai pas l'impression qu'ils annoncent, ils sont très ambitieux sur le calendrier, donc ils parlent de 2027-2028. Bon, je pense à prendre le problème du nucléaire, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il y aura toujours une partie du mixte électrique qui sera nucléaire en Roumanie. C'est pour ça qu'ils défendent le nucléaire, hein. Ils sont aussi. Et c'est un des pays d'Europe centrale qui est aussi similaire sur le plan énergétique à la Hongrie et la Pologne. Ils défendent le gaz, le rôle du gaz dans la transition énergétique et le nucléaire. Parce qu'ils disent qu'il faudra toujours une base load qui sera nucléaire, plus le renouvelable évidemment. Mais ils disent que ce sera un mixte, il faut un mix des trois. Donc ils ont l'avantage en Roumanie d'avoir aussi beaucoup de hydroélectrique lié aux Carpates, hein, lié à la géographie du pays, qui permet d'avoir aussi de l'électricité pas chère, hydraulique. Je vous remercie pour ces réponses, ce qui m'amène à une seconde question, notamment par rapport au rôle de l'État ou à la place de l'État en Roumanie par rapport au développement des activités de OMV, puisque en Roumanie, on a quand même une situation, enfin, de ce que je connais, il y a une certaine importance de compagnies étatiques, je pense, dans le domaine de l'hydroélectrique ou du nucléaire, avec des sociétés où l'État est actionnaire majoritaire. Est-ce que c'est un problème pour OMV dans la manière dont vous développez vos activités? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui ne vous gêne pas ou au contraire qui a un effet positif? Non, je pense que un des gros problèmes de la Roumanie, c'est d'arriver à avoir une stabilité politique pour pouvoir prendre des décisions long terme. Et nous, on souffre évidemment comme une industrie où, lorsque je vous parlais des investissements en mer Noire, on a découvert le gaz en 2012 et on n'a toujours pas pris de décision d'investissement parce qu'on n'a pas le cadre législatif. Donc il y a une loi offshore qui a été passée en 2018, mais avec des conditions financières, de taxes et de stabilité au niveau juridique qui font qu'on ne peut pas prendre la décision d'investissement. Parce qu'on est sur des gros investissements de plusieurs milliards. Donc pour ce type d'investissement, il faut une visibilité. Il faut une visibilité à long terme, une stabilité fiscale et une visibilité sur les impôts. Et aujourd'hui, et avoir une rentabilité qui soit évidemment à des niveaux plus élevés que sur des investissements plus courts. Donc là, c'est un vrai problème en Roumanie, c'est d'obtenir cette stabilité et de pouvoir se lancer sur des investissements long terme. Alors, il y a aussi tout ce qui est permis. Donc, tout ce qui est permitting pour besoin de construction, etc., c'est aussi très très long en Roumanie, hein, du fait de l'administration. Alors, il ne faut pas exclure, par exemple, en France, on a perdu beaucoup de temps sur l'offshore, l'éolien offshore, du fait d'une complication juridique sur les autorisations, sur les impacts environnementaux, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a des appels d'offres qui ont été gagnés il y a 10 ans et qui ne sont toujours pas construits. Donc, il ne faut pas sous-estimer la préparation juridique pour pouvoir prendre ce type d'investissement quand on parle de milliards, de plusieurs milliards d'investissements. Et le meilleur exemple qui existe pour développer de offshore dans un temps record de l'éolien offshore, c'est aux États-Unis, dans l'État de New York, où en fait, ils se sont aperçus que s'ils voulaient que les gens arrivent et investissent, il fallait que l'État prépare tout ce qui est autorisation, on va dire soft, c'est-à-dire pas les permis de construire, mais tout ce qui est impact environnemental, impact sur la pêche, impact sur s'il y a des sites archéologiques dans la mer, etc. Et donc tout ça, ils l'ont fait, c'est l'État qui l'a fait, ce qui donne un avantage parce que c'est l'État qui parle à l'État, donc et qui parle au public, donc c'est beaucoup plus facile que pour des entreprises privées où on peut perdre des années à faire ça, à consulter des gens sur l'impact environnemental, etc. Là, c'est l'État qui l'a fait. Et une fois que l'État avait fait, ils ont pu faire des appels d'offres pour les concessions.
Et ça, en un temps record, en 5 ans, ils ont réussi entre le démarrage des premières études jusqu'à la première turbine qui a été mise en place. Et là, c'est le meilleur exemple qui existe parce que l'État a pris les devants avec une vision sur le développement éolien et un objectif. Et en Roumanie, pour faire ça, il faut qu'il y ait un État, une stabilité, parce que si le gouvernement change tous les ans, difficile de se lancer dans des études environnementales, etc., etc. Mais c'est le seul moyen. Il y a aussi un potentiel offshore éolien en Roumanie, mais il faut vraiment une stratégie en termes de développement long terme d'actifs, régulation, raccordement électrique, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est un des problèmes de la Roumanie. Vous voyez ça avec les autoroutes. Hein. Si le réseau d'autoroutes n'est pas si développé, c'est parce qu'il faut aussi une vision long terme pour développer une autoroute. Donc, c'est pas impossible. Hein. On a vu par exemple sur le gaz, ils ont fait une infrastructure récemment, donc les 3 dernières années. Ils ont développé une 350 km d'infrastructure gazière très importante, avec des stations de compression, etc. Donc ça, c'était un des succès, je veux dire, un des succès malheureusement un peu rare en Roumanie, de développer une infrastructure qui va servir pour 50 ans dans le pays. Donc ça, ils peuvent le faire quand ils se donnent les moyens et qui mettent en place. Là, ils ont mis un cadre juridique sur l'expropriation des terrains. Parce que si vous ne pouvez pas exproprier le terrain, alors vous négociez avec des tas de propriétaires terriens et vous n'avancez jamais. Donc, ils avaient été conscients qu'il fallait qu'ils fassent un cadre juridique pour pouvoir développer le réseau gaz, un réseau gaz de transport haute pression. Donc oui, votre question est très bonne parce que c'est un des problèmes de la Roumanie en termes d'arriver à avoir un cadre légal, juridique, qui permette de donner une visibilité aux investisseurs et ensuite aussi une vision stratégique du gouvernement en matière d'énergie. Alors, ils ont différentes visions, mais après, c'est la mise en place qui est compliquée. Et malheureusement, ils ont tendance évidemment à s'appuyer sur les entreprises d'État publiques qui n'ont pas forcément une capacité d'investissement très importante. Lorsque vous regardez tout l'éolien qui a été installé en 2010, entre 2008 et 2012, c'est que des investisseurs privés. Il n'y a aucune société publique, alors que 80% de l'électricité est produite, même 90% par des sociétés d'État entre Nuclear Electrica, Hydroelectrica. Donc, tout ça, c'est des sociétés d'État qui produisent quasiment toute l'électricité en Roumanie. Mais quand on regarde des investissements qui ont été faits ces 10 dernières années, c'est la centrale gaz de OMV Petrom et tout l'éolien et du solaire qui ont été faits par une entreprise privée. Donc, il faut absolument qu'il y ait un partenariat entre privé et public pour pouvoir développer ça. L'objectif 2030, même si vous avez des entreprises publiques, ça ne sera pas suffisant parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'investissement et l'expérience. Parce qu'après, aujourd'hui, c'est des sociétés qui maintiennent des parcs, c'est vrai, ils maintiennent des parcs électriques, mais ils ont peu investi dans de nouveaux parcs. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Dernière question. Après, je vais être obligé de vous quitter malheureusement. Si vous avez une dernière question, sinon... Peut-être pour revenir, vous aviez parlé des jeunes diplômés roumains. Il y en a beaucoup dans ce secteur-là ou pas beaucoup? Alors, donc ils ont une école polytechnique qui est de très bon niveau. Ils ont aussi une école du pétrole, gaz à Ploiești. Donc il y a les universités qui permettent de développer des cadres, des ingénieurs, etc. Sur le pétrole, souvent, nous, ce qu'on fait, on a un cadre de formation qui est réservé à 35 étudiants par an, où on les envoie en Autriche pour faire une formation spécialisée, donc toujours dans le oil and gas, mais d'un niveau supérieur, pour vraiment les spécialiser et les former dans une université autrichienne, qui a un historique aussi oil and gas, un peu comme l'Institut français du pétrole à Paris, etc. Donc il y a un système similaire en France. Donc on fait ça pour donner encore aussi avec une bourse pour pouvoir à ces étudiants d'avoir vraiment le top niveau alors c'est sur sélection, c'est assez sélectif, mais à la sortie de ça, d'ailleurs
ils viennent pas tous chez OMV après, certains vont dans d'autres sociétés, mais la majorité intègre le OMV ou OMV Petrom. Donc ça, c'est important pour nous, pour garder vraiment au niveau technologique, etc. Et je pense sur les nouveaux métiers dont je vous ai parlé aujourd'hui, la même chose. On va arriver à attirer les ingénieurs en ça. C'est pas, il faut qu'on y travaille. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sait qu'on travaille avec les universités. C'est aussi une obligation vis-à-vis de nous, hein. Donc on fait en termes de internship pour les étudiants, ces bourses pour faire des formations spécialisées, etc. Il faut qu'on continue à faire ça sur la géothermie, sur le stockage de CO2, sur le renouvelable, etc., etc. Donc l'hydrogène. Sur ces nouveaux métiers, il va falloir qu'on crée une filière. Mais je discutais par exemple avec Siemens, donc Siemens qui est un groupe allemand avec une industrielle. Ils sont en train de créer une société où ils vont embaucher entre 2000 et 2000 et 3000 jeunes, hein, jeunes ou de gens pas forcément sortant d'école, mais assez jeunes et des gens qui sortent de l'école pour créer vraiment un centre énergétique en Roumanie. Donc, je pense il faut qu'on y travaille, il faut qu'on continue à être ça, mais il y a le potentiel pour développer ça. Et les salaires moyens aussi, il faut voir que dans les cadres, dans le pétrole, on est obligé de évidemment, on paye mieux que l'entreprise, le salaire moyen roumain, parce qu'il faut aussi qu'on attire, les gens peuvent partir travailler chez Total ou chez BP. Donc, il faut aussi qu'on puisse être compétitif au niveau salaire en Roumanie sur ça. C'est aussi un des efforts qu'on doit faire, nous, de notre côté, surtout sur les cadres de haut niveau qui vont nous aider à cette transition énergétique. Ils auront une valeur européenne, hein. C'est clair que c'est un marché européen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup. On peut rester en Roumanie et les salaires vont certainement, sur ce type d'activité, certainement, on devra être compétitif sur. Et bien sûr, après, il y a le niveau de vie qui est moins cher ici, etc. Mais pour être compétitif sur le marché européen. Ce OK. qui m'amène à une petite dernière question très rapide. D'accord. Quelle perspective pour des juristes dans ce domaine, puisqu'on est en droit? Donc c'est assez intéressant pour nous. Alors, il y a, c'est dans notre industrie, c'est vraiment, on travaille toutes les semaines avec notre service juridique parce que l'impact de la régulation est important. C'est-à-dire, tout est très régulé. Donc, on vend de l'énergie à des clients. Je peux vous assurer que sur la vente d'énergie, on a un régulateur qui contrôle ce qu'on fait. Donc, il faut qu'on suive la régulation et ce que fait le régulateur. Il faut qu'on soit au niveau compliance, donc tout ce qui est compliance sur market manipulation. On fait du trading aussi. Donc, on est en trading de gaz and power. Donc, on est aussi, comme on est un acteur dominant, et on a des règles très strictes sur tout ce qui est compliance au niveau de market manipulation, au niveau de compétition, au niveau de compétition. Donc, il y a, il y a un tel. Alors, je ne vais pas dire qu'on est. Mais OMV Petrom étant une compagnie riche, le fisc en permanence regarde ce que fait OMV Petrom, les régulateurs aussi. Donc, s'ils peuvent nous mettre une amende, ils vont la mettre, hein, parce qu'ils savent on peut payer. Donc, nous, de notre côté, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très strict en termes juridiques sur tous les risques qu'on prend, l'analyse des risques, etc. Et la protection juridique dans nos contrats, etc. Donc, ça, c'est vraiment. Là, il y a vraiment un potentiel important. Après, c'est vrai que le droit. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de droit, mais vous avez le droit roumain, vous avez le droit anglais, vous avez le droit allemand, français. On a tendance, dans les contrats internationaux, on travaille beaucoup sur le droit anglais. C'est vrai que lorsqu'on signe des contrats internationaux, on travaille plus souvent sur le droit anglais. Après, dans la construction, je pense que c'est possible qu'on fasse intervenir le droit autrichien. L'arbitrage est souvent fait à Paris. Après, il y a des arbitrages, tout ce qui est arbitrage se fait sur les cours de justice à Paris, etc. Donc, il y a vraiment. Ce qui n'est pas facile, évidemment, c'est lorsque vous êtes étudiant en droit français, est-ce que vous pouvez travailler en Roumanie? Je pense que c'est compliqué parce qu'il faut maîtriser la langue quand même, déjà. Il faut quand même pouvoir parler en roumain.
Mais c'est pas impossible. Vous avez les cabinets d'avocats ici français. Donc vous avez plusieurs cabinets d'avocats, qui sont installés ici, avec une culture, franco-roumaine, que les entreprises, apprécient parce qu'ils veulent pouvoir, avoir des juristes qui comprennent les 2. C'est-à-dire la problématique française de l'entreprise, de la maison mère avec le marché local. Donc, vous avez plusieurs cabinets d'avocats mixtes, dans ça. Donc je pense qu'il y a une possibilité de trouver des postes, même si au début vous ne parlez pas roumain, des sociétés qui chercheront ce genre de profil. Gardez en plus, il y a quand même beaucoup d'investisseurs, français en Roumanie. Donc on est quand même aussi il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont présentes, en Roumanie. Mais oui, le droit juridique est évidemment, ici très important du fait de la régulation et des risques qu'on a, hein. Donc nous, on a vraiment une très grosse équipe juridique en interne, mais aussi on travaille avec beaucoup de cabinets d'avocats, spécialisés en fonction des besoins. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour votre présentation dans son ensemble. C'était Ben, très écoutez, intéressant. merci à vous et puis bonne chance avec, dans vos études donc, en espérant, que tout se passe bien, et si certains souhaitent rester en Roumanie, bah, faites-nous savoir. N'hésitez pas à nous contacter. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. On vous remercie. Même si on n'est pas nombreux connectés, on a bien apprécié votre présentation. Et du coup, ben, on va la faire circuler pour les autres étudiants qui n'ont pas pu assister ce matin. Et c'était très intéressant. C'est des sujets que Alors nous, dans si notre vous filière, on voulez, ne voit pas trop. ouais, Mais j'ai fait un podcast aussi, je crois que j'avais dit à Agnès, j'ai un ancien, de mon université, si jeune c'était plutôt sur, c'était lié aux étudiants et la Roumanie. Donc, sur des conseils en termes de développement de carrière et les aspects, de l'économie roumaine. Et c'est sur un podcast, de System Sales, donc je vous laisse comme ça, vous pourrez, si certains sont intéressés. Et c'est Mathieu Poulain qui fait ça. Mathieu Poulain, qui a lancé ça. Et moi, je suis numéro 1, donc comme ça, c'est le premier épisode, donc comme ça, vous pouvez, facile à se rappeler. Mathieu Poulain, System Sales. Et ça, c'est aussi un podcast qui, si les jeunes veulent comprendre un peu plus, je parle un peu plus de la Roumanie, mais aussi de développement de carrière. Donc c'est pas axé sur l'énergie, pas vraiment. Il y a un peu, mais pas, c'est pas que ça. Un peu je différent pense que ça peut intéresser d'aujourd'hui. aussi. Ouais. Voilà. Ok, bah écoutez, bonne journée, bonne semaine, et Merci, vous merci aussi. encore pour l'opportunité de parler avec vous.